Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans votre santé. Notre invité aujourd'hui, c'est le docteur Michel Habib. Bonsoir. Bonsoir. Bonjour plutôt, vous êtes neurologue et président de l'association Neurodys PACA. On va parler aujourd'hui des troubles 10 ou comment aider nos enfants en difficulté à se sentir plus à l'aise dans leur scolarité tout le long de leur apprentissage. On en parle avec notre invité, mais on en parle aussi avec Laure Locher de M-Provence, notre partenaire santé. Bonjour Laure. Bonjour. Et on commence tout de suite par le chiffre de la santé. Alors notre chiffre de la semaine, c'est entre 4 et 5%. C'est le nombre d'enfants qui sont concernés par les formes sévères des troubles 10 en région PACA. Des troubles invisibles qui causent pourtant des difficultés bien réelles puisqu'ils ont des répercussions sur les apprentissages de nos enfants et dans leur scolarité. On les appelle 10 car ils recouvrent la dyslexie, la dysorthographie, la dyspraxie, la dysphasie, la dyscalculie, la dysgraphie et le trouble des apprentissages et hyperactivité. Alors que veulent dire exactement ces mots ? Comment dépiste-t-on ces troubles et comment les prend-on en charge? C'est ce dont on discute aujourd'hui avec notre invité. Super. Et l'invité. Et l'invité du jour, c'est Michel Habib. Vous êtes neurologue et président de l'association Neurodys PACA. C'est une association 1901 créée en 2002 par un groupe de médecins et d'autres spécialistes des troubles d'apprentissage. Vous avez vocation à organiser des soins dans le domaine des troubles de l'apprentissage et du neurodéveloppement. Alors, les troubles 10, on va en parler ce soir, mais qu'est-ce que c'est, docteur? Alors, c'est une bonne question, parce qu'on ne sait pas vraiment ce que c'est. On sait que ça se passe dans le cerveau. C'est déjà un grand pas en avant, parce qu'il y a à peine 20 ans, il y avait encore des doutes là-dessus. Certains disaient c'est psychologique, d'autres disaient c'est une mauvaise pédagogie liée à un enseignement déficient, etc. Ça, on sait que ce n'est pas le cas. Maintenant, on sait que c'est dans le cerveau. Ce qu'on sait moins bien, c'est pourquoi ça naît dans le cerveau. En revanche, là où il y a eu beaucoup de progrès, c'est au niveau de l'analyse dans le cerveau de ce qui ne fonctionne pas bien. Et les derniers développements nous montrent assez clairement, grâce aux IRM fonctionnels, que certaines zones du cerveau communiquent mal entre elles, d'une partie à l'autre du cerveau. Et donc, que si on veut améliorer les choses, il faut aider à une meilleure communication, à reconnecter ces différentes régions du cerveau qui sont mal connectées. Alors concrètement, quand ces régions sont mal connectées, ça veut dire que l'enfant aura du mal à quoi? À lire, à écrire? Alors, ça dépend des régions en cause, si vous voulez. Alors, il y a les régions de la lecture, par exemple, doivent être connectées avec celles du langage et avec celles de l'attention pour que l'acquisition de la lecture se fasse correctement. Si un de ces éléments n'est pas au bon moment, en bonne connexion avec les autres, ben, la lecture ne va pas se mettre en place et ça va créer ce qu'on appelle la dyslexie. Okay. Même chose pour la dyscalculie, avec des zones qui sont impliquées dans le calcul, avec la dysgraphie entre le langage et la motricité de la main, etc. Voilà. Est-ce qu'on est avec ou c'est quelque chose qui se développe en grandissant? Alors, les deux. D'accord. Les deux. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a un facteur génétique. On sait, par exemple, que dans une même famille, on va avoir plusieurs personnes qui sont touchées de dyslexie ou d'autres troubles du même ordre. Mais il y a aussi des facteurs d'ordre environnemental, liés au milieu. Et un des mieux connus, c'est le niveau socio-économique. On sait que si on a dit 4 ou 5% de 10 dans la population générale, on atteint jusqu'à 20, 30, 35% dans les écoles qu'on appelle REP et REP+, celles qui sont dans des milieux plus défavorisés. Donc on pense qu'il y a les deux facteurs qui se cumulent finalement pour empêcher les apprentissages de se mettre en place de façon correcte. Et probablement, les deux facteurs contribuent à cette mauvaise connectivité à l'intérieur du cerveau. Parce que pour que ça se connecte bien, il faut qu'on ait le capital génétique intact, mais aussi un environnement qui fonctionne bien avec un background linguistique, culturel, une stimulation qui soit correcte pendant toute la période de l'enfance. Alors justement, à Neurodys PACA, qu'est-ce que vous faites? Alors, nous, on a plusieurs missions, on va dire. Les principales sont financées par l'ARS, l'Agence régionale de la santé, c'est-à-dire que ça sous-entend qu'on considère ces troubles-là comme un problème de santé publique, clairement, à l'heure actuelle. Hein. Il n'y a plus de doute là-dessus. On a un réseau de santé qui est régional, qui va jusqu'à Nice, et qui consiste à mettre en relation les différents acteurs médicaux et scolaires, hein,
Alors, les acteurs médicaux, il y a des orthophonistes, des psychomotriciens, des ergothérapeutes, des psychologues, des neuropsychologues, enfin toutes ces professions qui tournent autour, qui gravitent autour de l'enfant qui a des difficultés d'apprentissage. Avec une autre mission est de mettre en relation ces différentes personnes et de contribuer à leur formation. On a des actions de formation qui nous prennent pas mal de temps. Voilà. Ça, c'est pour la partie coordination, on va dire. Et une autre partie qui est vraiment du soin, où on va gérer une structure qui s'appelle un CESAD, qui sont des professionnels, ceux que je vous ai indiqués, mais qui vont se déplacer dans les écoles pour faire des rééducations. Voilà. Alors justement, comment ça se passe les relations avec les écoles? Parce que j'imagine que les professionnels de la santé doivent travailler avec les enseignants. Quelles sont les erreurs que commettent les enseignants souvent? Est-ce qu'ils arrivent bien à identifier? Des erreurs qu'ils pourraient faire, on va dire, sans les accuser de faire des erreurs. Mais je pense qu'effectivement, un des grands enjeux, un des grands défis, c'est de renforcer le lien entre les professionnels de santé qui connaissent la partie soins et les professionnels de l'école qui sont les professionnels de la pédagogie. Les orthophonistes ne sont pas des pédagogues, mais les enseignants ne sont pas des orthophonistes. Donc, il est indispensable de favoriser, de créer du lien entre ces deux mondes où vive l'enfant finalement. C'est-à-dire que si l'enseignant est complètement déconnecté de ce que fait l'orthophoniste de son cabinet, ça va être très, très mauvais pour l'enfant. Et si l'orthophoniste n'a pas de lien avec ce qui se passe dans la vie de l'enfant dans la classe, ça va être aussi un problème. Donc, une de nos missions, c'est de créer ce lien. Alors, quels sont les outils, si jamais on n'est pas orthophoniste ou qu'on ne fréquente pas d'orthophoniste, pour réduire cette dyslexie? Est-ce qu'on peut la guérir? Alors, guérir, non. On sait que quand on est adulte et qu'on a été dyslexique pendant son enfance, on va rester dyslexique, on va en garder des séquelles, on va dire, des traces, sans que ce soit... C'est pas une maladie, donc on va pas parler de séquelles, mais des traces. On va garder des traces. Par exemple, de ne pas aimer lire. Ça, c'est vraiment... la majorité des enfants, des adultes qui ont été dyslexiques pendant l'enfance, se plaignent de ne pas aimer la lecture. L'orthographe également. Des adultes qui font beaucoup de fautes d'orthographe, même s'ils ont récupéré complètement de leur capacité de lecture, vont rester très, très dysorthographiques. Voilà. Donc, pour répondre à votre question, on ne guérit pas. D'ailleurs, comme c'est pas une maladie, on ne peut pas en guérir non plus. On garde des traces de ces difficultés qu'on a eues dans l'enfance. Alors justement, c'est pas une maladie. Est-ce que c'est considéré comme un handicap? Alors, ça peut être considéré comme un handicap. Certains cas, les plus sévères, sont reconnus par la MDPH, la Maison départementale du handicap, comme des sources de handicap, et en tant que telles, bénéficient d'aides financières et d'aménagement. Par exemple, typiquement, donner l'autorisation à un élève d'utiliser l'ordinateur pour compenser sa difficulté. Très bien. Je vais vous demander quel conseil vous donneriez à des professeurs des écoles pour qu'ils accompagnent ces enfants? Alors, bon, il faut d'abord qu'ils apprennent à les repérer. D'autre part, qu'ils apprennent à comprendre de quoi il s'agit. Il ne faut pas faire de grosses bévues, comme par exemple dire que c'est un enfant paresseux, ou dire qu'il ne veut pas, qu'il a un mauvais caractère et qu'il est en opposition. Voilà. Ça, il faut essayer de connaître et de dépister les éléments. Et quand on les connaît pas, il faut se renseigner, ne pas hésiter à se mettre en contact avec les professionnels de santé, justement. Il y a un lieu idéal pour ça, c'est ce qu'on appelle l'équipe éducative. Les enfants qui sont en difficulté, en général, font l'objet d'une réunion à l'intérieur de l'école où les enseignants peuvent inviter les professionnels de santé. Et là, il ne faut pas s'empêcher de le faire parce que ça peut beaucoup apporter et aider. Voilà une des solutions possibles. Très bien, merci beaucoup. On n'a malheureusement pas le temps de poser une dernière question. Une dernière question, alors, très rapidement, peut-être. Je voulais savoir si ça pouvait, comme il y a des causes physiologiques, est-ce qu'il y a des médicaments qui soignent les troubles 10? Dans la grande majorité des troubles 10, il n'y a pas de médicaments, sauf dans un cas, c'est ce qu'on appelle le TDAH, c'est les enfants qui ont des troubles de l'attention avec ou sans hyperactivité, où effectivement, dans certains cas, il y a un médicament très, très, très utile et très efficace qui s'appelle la Ritaline, mais bon,
qui n'est prescrit que Certains lorsque le cas. diagnostic est absolument certifié. D'accord. Merci beaucoup, docteur Michel Habib. On continue votre santé avec l'objet de santé de la semaine. Il n'y a pas de jingle. Alors, l'objet bien-être de la semaine, c'est un jeu et il s'appelle Mila. C'est le jeu mobile qui aide les enfants atteints de troubles 10 grâce à la musique. Alors justement, la musique est l'une des premières notions que nous apprenons avant même la naissance. Le rythme qui permet de soutenir la notion du temps et de l'espace. Alors on peut par exemple avec ce jeu travailler des mouvements en tapant des fruits selon un certain rythme, je crois. On peut travailler l'expression orale avec le chant. Et c'est un jeu qui a été inspiré par le travail du docteur Habib au CNRS. Alors il peut nous dire si ça donne des résultats satisfaisants. Alors, les résultats, ils sont en cours d'exploration à l'heure actuelle. Hein. La structure Mila est en train d'expérimenter avec plusieurs laboratoires universitaires, de façon très très sérieuse. Mais on sait déjà que c'est basé sur des données qui sont très, très claires de l'efficacité de la musique sur les troubles 10 et précisément sur ces connexions dont je vous parlais tout à l'heure qui ne sont pas bien mises en place chez les troubles 10. Merci beaucoup, on va rester sur ces mots. Merci, votre santé. Merci à vous deux, votre santé, c'est terminé. Ne ratez pas demain votre prochaine émission thématique, c'est Top Sortie. Nous recevrons en plateau François Allu, le danseur.